Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Depuis 2016, le gouvernement de la rupture multiplie les réformes et les investissements pour améliorer l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire. Construction de châteaux d'eau et actions structurantes ont profondément transformé le secteur. Un extrait de film documentaire de la présidence de la République revient sur ces avancées majeures de 2016 à nos jours. Du nord au sud du pays, le programme d'asphaltage engagé sous le régime du président Patrice Talon transforme le visage des villes. Mobilité améliorée, sécurité renforcée et dynamisme économique. Un documentaire plonge au cœur de ces zones modernisées à travers les témoignages des populations. Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président du Parti des démocrates, a été interpellé ce mercredi à Cotonou dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. L'affaire impliquerait un groupe de mutins dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, actuellement en fuite. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Depuis 2016, le gouvernement de la rupture a entrepris plusieurs actions pour améliorer l'accès à l'eau potable dans toutes les villes. Des réformes structurantes, la construction de châteaux d'eau et d'autres initiatives ont permis de faciliter la vie de la population béninoise. À ce sujet, un extrait du film documentaire réalisé par la présidence de la République du Bénin met en lumière la profonde transformation du pays dans le secteur de l'eau potable de 2016 à aujourd'hui. Suivez plutôt. Ce film ne dresse pas un simple bilan. Il raconte une rupture. Une rupture d'un pays qui a décidé que boire de l'eau potable ne devait plus être une chance, mais un droit.
En 2016, l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois semblait encore un rêve lointain. Le défi était abyssal. Malgré les efforts des gouvernements précédents, des adductions d'eau, des châteaux d'eau et des forages à motricité urbaine se multipliaient. Mais les populations restaient coupées de l'eau potable. À Abomey, des bornes muettes. À Dassazoumé, des installations jamais connectées. À Cotonou, des tuyaux vides. Dans les campagnes, l'eau coûtait cher, imposée par des producteurs privés, sans scrupules. Et dans les hameaux, le marigot était l'ultime recours. C'était difficile. Bien avant, l'eau que nous buvons, c'est l'eau de ruissellement. Il y avait une rivière à côté ici, c'est ça qu'on prend et on ajoute des produits dedans pour que ça soit un peu clair. Après ça, il y avait des privés qui ont fait des efforts personnels dans la zone. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'avoir un peu de l'eau. Mais pour aller prendre ça, c'est difficile. Parfois, les gens ferment leur portail, donc tu es obligé d'attendre aux heures qu'ils veulent avant de nous donner de l'eau. Mais avec ceci, maintenant, je vois que l'accès est facile. Bienvenue dans le Bénin nouveau. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement place l'accès universel à l'eau potable au cœur de ses investissements sociaux. Du nord au sud, en zone rurale comme urbaine, des projets structurants ont transformé la réalité. Une seule ambition, garantir l'accès à l'eau potable à tous les Béninois. Fini les micro-projets, place à des grands travaux de réhabilitation et à la construction de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable. En milieu rural, la révolution est totale. En lieu et place des mini-châteaux d'eau et des forages manuels, l'État a opté pour de vastes adductions d'eau multivillages. Aujourd'hui, les promesses ont tenu la route. Avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, les actions et les initiatives engagées pour pouvoir asseoir de façon durable une économie résiliente et prospère intègrent un certain nombre de programmes qui ont pour finalité de corriger les inégalités, mais surtout d'accroître le bien-être des populations. Et parmi les programmes et les actions engagées dans ce cadre, le secteur de l'accès à l'eau potable occupe une place prépondérante. À Cotonou et ses environs, la transformation est évidente. 359 km de réseau, 121 000 m3 d'eau produits chaque jour et des milliers de branchements. L'eau coule tous les jours, chaque nuit. À Abomey-Calavi, des dizaines de milliers de foyers sont désormais alimentés. Une station neuve, un château d'eau, une nouvelle respiration pour des dizaines de milliers de personnes. Sur cet ensemble de la partie la plus peuplée, la partie sud de la conurbation de Cotonou jusqu'à Abomey-Calavi, des travaux importants ont été réalisés qui permettent aujourd'hui de corriger les vulnérabilités, de corriger les inégalités et d'introduire un certain bien-être quant à l'accès à l'eau potable. Abomey-Calavi, c'est une cité dortoir. De ce fait, le gouvernement a initié un projet gigantesque qui permet de desservir toute la population urbaine d'Abomey-Calavi. C'est un projet qui a été structuré et scindé en 3 phases. La première phase entièrement achevée, qui a permis de construire une station de traitement ultra moderne de capacité 2036 m3 à Zinvier. Maintenant, c'est à partir de cette station que tout le centre-ville d'Abomey-Calavi est alimenté en eau convenablement. À partir de cette station de traitement, nous avons une deuxième phase du projet sur un financement de la KfW qui est actuellement en cours. Et cette deuxième phase permettra de poser une conduite de transfert d'eau traitée depuis la station de Zinvier jusqu'à un nouveau château d'eau actuellement en cours de construction à Adjagbo. Donc vous comprenez que la deuxième phase, ça concerne la localité d'Adjagbo.
Le château d'eau est actuellement en cours de construction. Ça s'achèvera en février 2026. Et dans la localité de Adjagbo, les travaux sont actuellement en cours. L'extension et la densification du réseau sur environ 165 km de différents diamètres. Donc ces travaux vont permettre de desservir la localité de Adjagbo. Et la troisième phase, ça concerne les localités de Togba et de Wedo. Il y a une conduite de transfert d'eau traitée qui a été déjà posée depuis l'usine de Zinvier jusqu'au nouveau château d'eau de capacité 1000 m3 qui a été construit à Togba. Et les travaux d'extension et de densification du réseau sur environ 360 km ont été effectués à Togba, Wedo et environ pour pouvoir desservir les populations de ces localités. Le centre du pays, les collines, le cœur du Bénin, et longtemps cœur sec. À Dassazoumé, on ne puisait que 398 mètres cubes par jour. À Glazoué, 275. Trop peu, trop fragile, trop injuste. Mais aujourd'hui, tout a changé. Dassazoumé est passé à 1398 mètres cubes par jour. Glazoué à 691. À Savalou, 162 mètres cubes heure. Le miracle a un nom, infrastructure, 2 grands barrages, des dizaines de stations, 220 km de réseau et 427 000 personnes qui ont maintenant de l'eau tous les jours. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les routes du Bénin changent de visage. Sous le régime du président Patrice Talon, un vaste programme d'asphaltage transforme en profondeur les villes, améliore la mobilité, renforce la sécurité routière et redonne de la valeur aux espaces urbains. Au-delà des routes, ce sont l'éclairage public, la sécurisation des axes et le dynamisme économique qui s'installent durablement. Dans ce documentaire à suivre, immersion au cœur des zones asphaltées avec les témoignages de populations qui constatent au quotidien un changement réel et visible. Ce miracle vient d'une vision claire, une vision qui transforme les villes. Le bitume fluidifie les déplacements, la lumière sécurise les rues, l'asphaltage construit un nouveau Bénin. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, comme ici à Parakou. Depuis 2016 à ce jour, la ville de Parakou, qui est la 3e ville à statut particulier, a bénéficié beaucoup des actions du gouvernement prévues dans le programme d'action. Nous avons bénéficié de la première phase de l'asphaltage qui a été réalisée, finalisée et que nous utilisons aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Et comme si cela ne suffisait, nous avons encore obtenu une deuxième phase qui a démarré et qui est actuellement en cours. À Parakou, pour le projet asphaltage phase B2, nous avons au total 13 rues en projet. Et 5 rues bitumées, qui sont des rues primaires, et 8 rues secondaires qui sont prévues pour être pavées. La ville de Parakou, comme toutes les grandes villes du Bénin, fait sa mue. Avec des chantiers qui avancent, des rues qui prennent forme. Chaque pavé aligné raconte l'engagement d'une ville en construction, mètre après mètre. À la date d'aujourd'hui, nous avons en activité 7 rues sur les 13. Et les 13 rues sont réparties dans les 3 arrondissements de la commune de Parakou. Dans l'un des arrondissements, nous avons 7 rues, dans un autre 3 et dans le dernier 3 rues. Ici, là où nous sommes, à Banikani, nous avons 6 rues secondaires et 1 rue primaire. Les travaux se déroulent actuellement dans cette zone sur 4 rues. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici sur la rue 1449 où les travaux de construction d'assainissement des caniveaux sont presque achevés.
Nous avons la rue 1322, la rue la plus évoluée actuellement sur le chantier en général. C'est une rue secondaire pavée. Et là, les travaux de pavage sont en cours. Au total, nous avons 14 km 300 au projet. Bon, maintenant, avec les ajustements, les levées réelles sur le chantier, nous tendons vers 15 km. Date de livraison prévue, c'est le 5 août 2026. Asphaltage, c'est un projet d'aménagement urbain qui, dans son démarrage, a concerné 9 villes. La ville de Nati-Tengu, de Parakou, nous avons Abomey, nous avons Boycon, nous avons Porto Novo, nous avons Semepodi, nous avons Abomey-Calavi et bien entendu, nous avons Cotonou et Lokossa. Asphaltage, c'est un programme, je dirais, ambitieux du gouvernement. C'est un programme de modernisation, d'aménagement, d'extension également du réseau de voirie urbaine dans un certain nombre de villes. Et ce programme est venu pour régler un certain nombre de constats. Vous n'êtes pas sans savoir les difficultés de mobilité dans un certain nombre de villes, notamment les villes du Grand Lopoué, les 5 grandes communes du sud ici, Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida, Semepodi, et un certain nombre de communes, chefs-lieux de départements. Et donc, fort de ce constat, fort de cette difficulté de mobilité, d'inconfort de circulation, le gouvernement a souhaité mettre en place ce programme-là. Derrière chaque chantier, il y a une méthode. Derrière chaque avancée, il y a une exigence. Le projet asphaltage ne laisse rien au hasard. Il trace, il éclaire, il assainit, il embellit. Les standards sont très élevés. Le projet est monté avec une grande rigueur. Cette première phase a concerné 205 km. 400 km de caniveau. Nous avons planté plus de 21 000 arbres le long de ces artères que nous avons aménagées. Nous avons implanté près de 14 000 points lumineux pour éclairer tous ces axes. Donc globalement parlant, le projet asphaltage concerne 950 km en tout. Aujourd'hui, les standards ont été relevés au niveau de la totalité des infrastructures que nous réalisons. Que ce soit dans la structure même, que ce soit dans l'esthétique même, tout a été relevé. En termes d'épaisseur des couches, en termes de la qualité des matériaux qui sont utilisés, tous ces standards sont revus à la hausse pour une durabilité de nos ouvrages. Il y a des éléments préfabriqués comme pavés ou les bordures ou bien les caniveaux. Et nous avons des éléments qui font la surveillance, donc ils font le suivi de l'épaisseur du ferraillage qui est mis en place conformément au plan qu'on a validé. Et maintenant sur le terrain, il y a des fouilles qui sont réalisées pour les ouvrages d'assainissement. Donc on s'assure que les profondeurs sont atteintes et que le béton de propreté est coulé selon l'épaisseur et selon la qualité requise au niveau du contrat. Pour le bitume, il y a un certain nombre d'essais qu'on fait. Donc il y a d'abord les essais sur les différents concassés qui vont servir à faire le bitume. Et sur le projet, on a 0,4, 0,6 et 6, 14. Et donc l'entreprise soumet ces agrégats-là à l'avis de la mission de contrôle. Donc nous, on fait des essais contradictoires avec l'entreprise pour s'assurer que les matériaux que l'entreprise a soumis à notre avis là sont conformes au contrat. Parce que c'est le contrat qui guide tout le monde ici. Donc après cette étape, l'entreprise maintenant soumet un laboratoire qui sera son partenaire pour la formulation du bitume. Et après cette étape, si la formulation est faite, il y a un rapport qui nous est transmis. Et nous vérifions que les caractéristiques de ce bitume-là sont conformes toujours au contrat, le contrat qui est le guide au niveau du chantier. Et après ça,
Et quand on a mis en place toutes les couches, on commence par poser le bitume. Le chef de l'État a l'habitude de dire, quand vous n'êtes pas riche, quand vous n'êtes pas nanti, il faut bien faire les choses pour que ça dure longtemps. Parce que si vous faites les choses avec des qualités médiocres, vous êtes obligé de revenir chaque fois pour le faire et ça coûte beaucoup plus cher. Et donc nous sommes dans cette dynamique de la qualité, de la durabilité. La première phase était autour de 200 et quelques milliards de francs CFA. Cette deuxième phase est aussi dans les mêmes proportions, mais il faut noter que quand on donne ces coûts, il faut être conscient de tout ce qui se trouve dans ces coûts. Ce n'est pas que du goudron, comme on vient de dire, c'est du goudron, c'est des caniveaux, c'est des arbres, c'est de l'éclairage, c'est des pavés sur les trottoirs, c'est beaucoup de choses à la fois, avec une qualité jamais réalisée au Bénin auparavant. L'ancien ministre et vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, Alassane Tigri, a été interpellé ce mercredi 28 janvier 2026 à son domicile du quartier Ménotin à Cotonou. Selon BIP Radio, cette interpellation fait suite à l'exécution d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction chargé de l'enquête sur la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Cette tentative aurait impliqué un groupe de mutins conduit par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, actuellement en fuite. La force Corée pour un Bénin émergent FCBE a réagi aux résultats des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Dans une déclaration rendue publique le mardi 28 janvier, la FCBE, seule formation de l'opposition en lice, dénonce ce qu'elle qualifie d'exclusion de l'opposition du jeu politique. Le parti affirme avoir tiré 2 leçons de ce double scrutin, évoquant une démocratie en difficulté, des réformes électorales jugées unilatérales et source de division. Malgré ces scores insuffisants pour accéder à la répartition des sièges, la FCBE dit vouloir poursuivre le combat démocratique et appelle ses militants au calme, à la sérénité et à l'engagement citoyen. Les députés de la 9e législature ont adopté à l'unanimité ce mercredi 28 janvier 2026 la loi relative à l'industrie du cinéma et de l'image animée. Ce nouveau cadre légal vise à structurer un secteur longtemps resté informel et à en faire un levier de croissance économique, de création d'emplois et de rayonnement culturel. Composé de 72 articles, le texte encadre l'exercice des professions du cinéma, la promotion des œuvres, la protection des droits d'auteur ainsi que les mécanismes de régulation du secteur. Avec cette loi, le Bénin entend favoriser l'investissement, la professionnalisation des acteurs et l'émergence de talents locaux capables de porter l'image du pays à l'international. Société à présent, il est important d'avoir quelqu'un avec qui on partage son quotidien, les moments de rire et de pleurs. Celui-là qu'on peut appeler véritable ami où la nature de la relation est purement fraternelle. Mais l'on se demande quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour rendre cette amitié véritable. Quelques citoyens de la ville de Cotonou donnent leurs avis sur le sujet. Achille Renou a recueilli leurs propos. Le véritable ami, c'est quelqu'un que tu appelles un confrère qui est là à te tendre la main quand tu en as besoin. Quand tu as des problèmes ou même quand tu es dans un souci, il peut te conseiller de fait. Quand tu ajoutes par exemple A plus B, ça doit donner C. C'est ça qu'on appelle un véritable ami. Le véritable ami, c'est celle ou celui que dans les moments difficiles ou dans les bons moments, dans les moments difficiles, tu trouves. C'est là. Ce que j'entends par véritable ami, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier, quelqu'un sur qui tu peux compter dans tous les moments, dans les meilleurs et les pires moments. J'ai des amis, mais le véritable, pour le moment, je ne peux pas encore choisir quelqu'un pour dire que non, celui-ci c'est mon véritable ami. Si je vais appeler quelqu'un ami, je dirais que c'est quelqu'un qui va m'aider à élever, à être, qui est toujours à côté de moi. Et qui, dans les moments difficiles, par sa loyauté et autres, je le trouve à côté de moi. Lui, je peux appeler ami, à qui je peux faire confiance. Et il m'aide dans les moments difficiles. Quelqu'un que je peux appeler ami, c'est quelqu'un avec qui je partage tout, que ce soit mes moments
difficiles et les moments de joie. Quelqu'un avec qui je peux partager tous ces moments-là, quoi. J'ai un véritable ami. Disons un sage à moi. Il est d'abord un père pour moi. Il me donne des conseils. Il est plus que mon père parce que ces conseils me vont droit au cœur et lorsque j'applique, je vois toujours, j'ai toujours un de plus sur ça. On ne dit pas tout. Il m'a toujours dit qu'on ne dit pas tout, mais je peux dire que bon, je lui dis la majorité de mes soucis, mais et j'applique ses conseils sur ça. Pourquoi on s'est dit qu'on est véritable, c'est parce qu'il est capable de garder mes secrets et je suis capable de garder ses secrets. Il faut avoir peur de tout dire à son ami. Mais en fait, quand on est déjà véritable ami, je ne pense pas qu'il soit capable de le dire parce que c'est une confiance qui est entre nous. C'est de la confiance qu'il ou elle est devenu mon véritable ami quand même. Si j'arrive à tout dire à l'ami, il va prendre ça autrement quelque part. Parce que si je dis à quelque part, il y a un moment où il faut dire et il y a un moment où il ne faut pas dire. Peut-être que l'ami il est énervé et quand tu vas lui parler, peut-être il va prendre l'autre colère et puis mélanger avec ce que tu lui as dit. Aussi, je vois que les parents ont dit, peut-être derrière moi, ce que je ne lui ai pas dit. Cela, bon, je vais peut-être m'excuser auprès de lui pour dire peut-être ça s'est passé, telle chose s'est passée, que je ne lui ai pas dit ça et puis les parents ont dit, bon, de beaucoup m'excuser que le temps est venu, puis ça m'a échappé. Je peux dire ça et puis garder l'amitié entre nous. L'homme est appelé à se pardonner. Dans le temps, je vais l'amener sur la raison. C'est pas tout on dit à un ami. Bon, pour moi, ça dépend. Ça dépend. Si c'est un ami garçon, moi, je peux tout dire. Les filles, elles sont un peu hypocrites. Et vraiment, quand tu te confies à une fille, là, c'est que, je ne sais pas si je peux utiliser le terme papato, mais les filles parlent trop, quoi. Or, quand tu parles à un garçon, c'est qu'il y a plus de sincérité et c'est un peu ça, quoi. Les garçons sont plus sincères. L'interruption volontaire de grossesse désigne un avortement déclenché de manière volontaire. Au Bénin, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Suivons cet élément qui nous présente les risques et la portée de cet acte selon la religion chrétienne catholique avec Hubert Kadowide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Il est au micro de Francis Farami. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, que si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Au Bénin, comme en Afrique, le débat sur l'obligation ou non de soumission de la femme à son époux alimente la toile. Une question cruciale se pose donc, que signifie la soumission de la femme au foyer? Francis Farami a rencontré quelques citoyens de la ville de Cotonou qui ont tenté de donner une réponse à cette question. Suivons ensemble. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glebenu. La femme dans le foyer est
en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit non aussi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire. La femme va apporter son point de vue. Mais c'est à lui de convaincre madame, ou de madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, c'est ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés. La vie conjugale, c'est une addition. Je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Direction le Borgou à présent, les moqueries sont souvent banalisées, mais elles peuvent être blessantes et briser la confiance et l'estime de soi. Certaines personnes acceptent les moqueries positives, faites sans méchanceté, pour aider à s'améliorer. Mais faut-il vraiment se moquer des autres, même pour s'amuser? Suivez la réaction de quelques jeunes paraquois sur le sujet. Ils sont au micro de nos reporters. Se moquer de quelqu'un, c'est-à-dire insulter la personne. Ça peut être des mots ou des reproches où les gens peuvent toutefois dire et cela tu peux prendre en compte pour t'améliorer. Mais des moqueries, c'est le fait de prendre un côté mal de la personne pour critiquer. Qu'est-ce que l'autre fait et lui n'a jamais fait? Ou bien qu'est-ce que l'autre fait et lui ne va jamais faire? Donc pour cela, il n'est pas bon de se moquer de l'autre, puisque personne ne connaît l'avenir. Si la personne commence à se moquer, au début, tu le mets en garde. Mais s'il persiste à se moquer, on va l'ignorer tout simplement. Les lieux où certains se moquent de leurs camarades, c'est lorsqu'on est en classe et quelqu'un se lève pour parler mal le français ou bien l'anglais comme ça. On commence par rire, on commence par se moquer de lui. Or, celui qui se moque de l'autre, peut-être lui ne peut même pas conjuguer un verbe. C'est pour cela qu'on dit que les meilleurs joueurs sont souvent à la touche. Donc, je peux vous conseiller de ne plus se moquer de quelqu'un, puisque quelqu'un n'est jamais supérieur à l'autre. Se moquer des gens, des fois, ça peut être utile, de la même manière que ça peut conduire en erreur. Parce que le fait de se moquer des gens en les critiquant peut également amener la personne à faire ce qu'il ne devait pas faire. Si c'est des moqueries sur des points sensibles, là, ça ne peut pas aller. Ça va dégénérer. Se moquer de quelqu'un, c'est-à-dire tu l'incites d'une manière indirecte. Donc je ne pense pas, selon moi, à mon avis, qu'il y a une moquerie qui est positive. Même si ce que la personne fait n'est pas bon, tu peux l'appeler et tu vas lui faire quelques reproches. Là, lui-même, il va voir que ce que je faisais, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'on m'a corrigé. D'ailleurs, il y a des gens que si on les corrige en public comme ça
ça leur fait mal. Ça leur fait mal et ils ne peuvent même plus se recorriger, puisque la manière dont tu l'as corrigé ou bien tu t'es moqué de lui, en tout cas, ça lui a marqué. Actualité hors de nos frontières, des tirs et détonations ont été entendus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026 aux abords de l'aéroport international d'Iori à Mani de Niamey au Niger. Selon des témoignages de riverains, des coups de feu nourris ont éclaté peu après minuit, provoquant une vive inquiétude dans cette zone stratégique de la capitale. L'origine des tirs reste inconnue, mais le calme est progressivement revenu aux environs de 2 h du matin, suggérant une intervention des forces de sécurité. Au cours de cet incident, un Airbus A319 de la compagnie Air Côte d'Ivoire, stationné sur le tarmac, a été touché par plusieurs impacts, notamment au niveau du fuselage et de l'aile droite. Selon un communiqué officiel de la compagnie, aucune victime ni blessé n'est à déplorer, les passagers et l'équipage se trouvant hors de l'appareil au moment des faits. Une évaluation technique est en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a levé ce jeudi 29 janvier 2026 toutes les sanctions imposées à la Guinée. Dans un communiqué, le président en exercice de la CEDEAO, Julius Maada Bio, indique que cette décision prend effet immédiatement et fait suite au retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'élection du général Mamadi Doumbouya à la tête du pays. La Guinée est ainsi réintégrée dans l'ensemble des instances de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO a félicité le nouveau président et l'a exhorté à renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, tout en poursuivant le développement économique et social du pays. Sport pour boucler ce journal. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a rendu ses décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Total Energies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération royale marocaine de football, ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. La Fédération sénégalaise de football s'est vue infliger des suspensions pour des entraîneurs et des joueurs, ainsi que des amendes totalisant 615 000 $. Du côté du Maroc, 2 joueurs ont été sanctionnés et la Fédération royale marocaine de football a écopé d'amendes s'élevant à 315 000 $. Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération royale marocaine de football concernant des violations survenues lors de la finale. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.